Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler du déroulé d'une prestation par drone. Et oui, vous avez été nombreux en commentaire lors de notre dernière vidéo où vous partagez les coulisses d'une prestation à nous demander comment ça se passe au niveau de la préparation, au niveau du déroulé, au niveau du rendu. Bref, quelles sont les coulisses de A à Z d'une prestation par drone. Et ce que je vous propose, c'est de m'accompagner sur une journée comme ça. Ah, excusez-moi, juste un instant. Oui. Oui, monsieur Martin. Oui. Alors là, en fait, je suis avec un prospect qui vient de m'appeler et ce qui est important lorsqu'un prospect vous appelle, c'est déjà de lui expliquer les bases de comment ça va se passer une prestation. Oui, tout à fait, on peut faire ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les demandes d'autorisation de survol, c'est minimum 7 jours de délai avant la prestation. Oui, parce que pas mal de personnes pensent qu'en fait, vous pouvez décoller comme ça du jour au lendemain et dès lors qu'on sait qu'on va voler en agglomération, on va avoir le droit à ce délai. Alors je vais vérifier ça tout de suite. Alors bougez pas, je regarde la carte. À chaque fois que j'ai un prospect au téléphone, je mets de géoportail pour pouvoir avoir une vue rapide si la zone va être plus ou moins compliquée au niveau des autorisations. Alors donnez-moi l'adresse. Ouais, effectivement, on est bien en zone d'agglomération, donc on aura forcément ces 7 jours de délai. Et du coup, par rapport à ce que vous m'avez dit, donc c'est juste un site à survoler, un toit, et il n'y aura pas de public autour. Oui, parce que parfois, les clients qui n'ont jamais travaillé avec un drone croient qu'on peut décoller comme ça et survoler toute la ville. C'est important de bien préparer le client en lui expliquant que on n'a pas le droit de survoler les gens et que forcément, lorsqu'on va créer nos zones de sécurité au sol, ça va être plus contraignant que si on pouvait tout survoler comme ça. Et parfois, je vais vérifier avec Google Street View pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut potentiellement décoller. Après, on sait que de toute façon, il faut voir directement sur place le jour J, parce qu'il y a toujours des éléments sur le terrain qui nous font changer d'avis pour se mettre plutôt à un endroit, plutôt à un autre, en fonction de la visibilité et du passage des gens par exemple. Alors là, ce qui est intéressant avec cette prestation, c'est que Monsieur Martin, il est intéressé par une prestation de thermographie pour vérifier l'état de ses panneaux solaires. Oui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire sans aucun problème. Alors il y a quelques conditions à respecter. La première, c'est qu'on ait un soleil constant sur la journée, donc il faudra qu'on voit en fonction de la météo. Et avec la caméra thermique, on pourra effectivement voir des signatures thermiques particulières qui pourront nous donner des indices qui nous permettront de savoir si tel panneau a tel type de défaut, si c'est par exemple une cellule isolée, si c'est le micro-onduleur avec un groupe de panneaux qui pose problème. Bref, on fait un peu de pédagogie pour préparer le client et lui expliquer ce qu'on va lui rendre au final. Alors juste avant de vous laisser, est-ce que vous souhaitez juste avoir les clichés thermiques ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un rapport derrière? Ce pourquoi je pose la question, c'est parce qu'il y a certains clients qui veulent absolument un rapport pour qu'on décrive tous les défauts et d'autres qui préfèrent faire des économies en ayant juste les clichés et faire eux-mêmes l'analyse de ce qu'ils ont vu. Le temps passé sur le rapport, c'est un budget également et pour faire le devis par la suite, j'ai besoin de savoir ce dont il a réellement besoin. L'étude du besoin des clients, c'est quelque chose d'essentiel lorsque vous préparez avec lui la prestation au téléphone, parce que la conclusion logique de cet appel, c'est faites-moi un devis. Allez, ça marche, Monsieur Martin. Eh bien, écoutez, je vous fais le devis, je vous envoie tout ça par mail, et puis si la météo nous le permet, je vous recontacterai la veille. On se retrouve dans une semaine. Allez, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Au revoir. Allez, c'est parti pour le devis. Du coup, je vais sur mon logiciel et je vais déterminer les différents postes de dépenses. Alors, on va déjà partir sur une demi-journée de vol par drone. On va également partir sur un rapport, donc il faut que je mette le coût du rapport dans le devis, les frais de déplacement, les frais de demande d'autorisation de survol, tout ça, il faut que vous le valorisiez dans votre devis pour que le client comprenne pourquoi est-ce qu'on a ce tarif-là. Ça vous permettra également, lorsque vous bossez à long terme avec ce client, de lui faire comprendre pourquoi est-ce que le tarif peut varier d'une prestation à l'autre. Les frais kilométriques qui changent, plusieurs sites, donc plusieurs rapports. Bref, détailler, c'est expliquer et c'est important lorsqu'on va présenter un prix à notre client. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir ces tarifs? Eh bien c'est très simple, nos tarifs chez Prodigo, c'est hors taxe la journée, pour la rédaction de rapport et pour les frais kilométriques. Bon, attendez, vous croyez pas quand même que je vais tout vous dire dans une vidéo? Ça, c'est exactement ce dont on parle dans notre école de formation ProDroneur et notre formation droneur professionnel. En plus de vous former à la pratique, à la théorie, de vous donner tout le retour d'expérience qu'on a par rapport à ce qu'on fait en prestation, en formation, on n'a vraiment aucun tabou et par exemple, on parle tarification pour que vous ayez déjà les tarifs marché lorsque vous allez commencer votre activité. Allez, on enchaîne. Maintenant, on passe à la partie préparation administrative de la mission avec toutes les demandes d'autorisation. On l'a vu il y a un instant, la carte Géoportail Loisirs permet d'avoir un aperçu de où est-ce que ça va être compliqué ou pas de voler. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de zones où il y a du rouge qui est bien carré et du rouge qui est en petites taches. On voit pas trop la différence entre les deux. En fait, les petites taches, c'est principalement de l'agglomération et les gros carrés rouges font partie de plus grands carrés qui sont en fait des paliers d'aéroport et tout est un peu fouillis, tout est un peu mélangé. En tant que pro, on va pas se servir de cette carte. La carte de référence, c'est la carte OACI VFR. C'est la même carte que vont utiliser les pilotes d'avion lorsqu'ils vont naviguer à
à vue. Et donc là, vous pouvez voir que c'est un petit peu plus complexe. Mais qui dit plus complexe dit aussi plus d'infos. Et là, par exemple, on va voir que là où on veut voler, on est dans ce qu'on appelle une CTR, une zone contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a un contrôleur de vol qui gère les avions qui rentrent et qui sortent. Et comme notre drone évolue dans les airs, on est sous le contrôle de cette zone contrôlée. Soit on est dans les paliers, c'est-à-dire qu'on dépasse l'altitude limite autorisée, soit dans une CTR, dès qu'on dépasse 50 mètres, il faut qu'on fasse un protocole d'accord avec la tour de contrôle. On peut voir également ici aussi qu'on est en zone d'agglomération. Là, tout est bien détaillé. Ce sont les gros pâtés orange et les gros pâtés jaunes que vous voyez. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Lorsqu'on est en formation, on passe 3 heures rien que sur cette carte pour apprendre à la décrypter, voir les différentes zones, les petits pièges qu'il peut y avoir, etc. Mais sachez qu'il existe également des cartes qui vous trient un petit peu toute cette couche de données pour vous faciliter le travail et qui ne gardent que ce qui intéresse les pilotes de drone. Grâce à ce type de carte, on va voir les zones qui nous intéressent, les zones qui ne nous intéressent pas. Et lorsqu'on clique à un endroit en particulier, on va avoir les couches qui vont se séparer les unes des autres et on va nous dire, bah voilà, si tu veux voler ici, il faut prévenir telle autorité pour telle raison, telle autorité pour telle raison, etc. Donc là, on voit par exemple qu'on a la CTR, la zone bleue, on voit également qu'on est dans la zone de protection de l'aérodrome avec les différents paliers respectés. Et on peut voir que là, si on vole ici, il faut faire attention parce qu'il y a 2 héliports aussi. Et ces données sur la carte loisir, elles peuvent être un peu mélangées. Donc là maintenant, grâce à ça, grâce à ces 2 cartes et le tri qui en a été fait, je sais que je suis en agglomération et que je dois établir un protocole d'accord parce que je suis à la fois en CTR et également dans les paliers de protection de l'aérodrome. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour contacter l'aéroport pour établir un protocole d'accord? Si, je sais que vous allez me dire ça, parce que vous êtes très attentif, et j'aime beaucoup ça. Et bien, pour trouver ces coordonnées, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'aller sur le site du SIA, le service de l'information aéronautique. C'est le service de référence en France pour toute l'info aéronautique. Et lorsque vous arrivez sur le site, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle l'AIP, c'est-à-dire l'information aéronautique permanente. Et dans l'AIP, vous allez retrouver les informations sur tous les aérodromes en France. Là, je vais taper le code d'aérodrome de l'aérodrome qui m'intéresse, celui de Saint-Étienne, et je vais avoir plein d'informations sur les coordonnées, mais également pour les avions, comment ça se passe pour le ravitaillement, sur quelle piste il faut aller, etc. etc. C'est l'information qui est permanente pour cet aéroport. J'ai le mail, j'ai le téléphone, je vais plutôt leur envoyer un mail. Alors je parle d'un mail parce que pour cet aérodrome, il fonctionne par mail, mais ça pourrait être via des plateformes dématérialisées. Et pour cet exemple, une fois le mail reçu, on va recevoir quelque chose comme ça, un document avec une sorte de carte mélangée entre la carte OASI qu'on a vu tout à l'heure et la carte géoportail. Et on va nous demander où est-ce qu'on vole, quand, à quelle hauteur, à quelle altitude, et le numéro auquel il faudra appeler avant de décoller le jour J. C'est ça qui est important. En fait, un protocole d'aéroport avec un aéroport, ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, une semaine avant, on établit le protocole et le jour J, on les appelle avant le décollage et on les appelle après avoir atterri. Bon, c'est très bien, j'ai fait mon protocole et maintenant on va poser la demande d'autorisation, ou plutôt la déclaration préalable pour un vol en agglomération sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alpha Tango. Je vous passe tout le détail de l'enregistrement, de la préparation en tant qu'exploitant, etc. Là, on va juste s'intéresser à la notification de vol en agglomération. Donc, vous voyez, on met la date, dans quelle catégorie, dans quel scénario on veut voler. Si on va voler dans une zone militaire type Voltac et 7 bar, on aurait pu voir ça sur les cartes juste avant. L'heure à laquelle on va commencer, l'heure à laquelle on va terminer, la date potentielle de début, la date de fin. Vous pouvez mettre une plage de date de 7 jours. Mais la condition pour déposer une notification de vol en agglomération, c'est de respecter la règle des 5 jours ouvrables. Autrement dit, quand il n'y a pas de jour férié, 7 jours au total. On va rechercher sur la carte où est-ce qu'on va voler et on va déterminer une zone de vol. Alors là, je vais le faire très grossièrement, hein. Pim pam poum, c'est pour l'exemple. On met les détails de l'adresse de là où on va voler, d'autres informations utiles, comme par exemple la raison du vol, la hauteur max, les drones qu'on va utiliser, qui sera contactable pendant le vol, etc., etc. Et là, ça envoie ça directement à la préfecture où a lieu le vol. Automatiquement, vous recevez un PDF qui résume ça sur un mail. Et si la préfecture a des questions à vous poser d'un point de vue sécurité, elle le fera directement par mail avec vous. Dans 50% des cas, on n'a pas besoin de plus de précision et du coup, par défaut, la déclaration est acceptée. Mais la préfecture peut parfois vous demander les documents réglementaires, des informations sur l'exploitant, des informations sur le but du vol, ou encore vous demander en cas d'événement exceptionnel, type, imaginons le Tour de France, etc., de ne pas voler dans certaines zones ou de vérifier que votre activité n'a pas de lien avec cet événement-là. Et voilà, c'est fini pour les autorisations administratives de survol. Alors, est-ce que c'est complètement terminé? Non.
Pas tout à fait. Parce que juste avant de voler, vous allez devoir vérifier deux choses. Et ce, systématiquement avant chaque vol. La première des choses, c'est le SUP-IP. La deuxième, c'est le NOTAM. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux choses? Le SUP-IP, comme son nom l'indique, c'est l'information supplémentaire à l'information aéronautique permanente. Si par exemple, on a une zone qui est temporairement interdite, ça sera du SUP-IP. Imaginons par exemple qu'il y ait pendant 3 mois de l'entraînement militaire sur une zone en particulier, ou qu'il y a un événement aéronautique sur l'aérodrome à côté de chez vous. Bref, ce sont des informations que vous allez trouver dans le SUP-IP. Et parfois, ça peut poser problème avec votre vol. Donc pour ça, toujours sur le site du SIA, vous allez retrouver le SUP-IP ici, vous allez taper le numéro de l'aérodrome, vos dates, et voir si effectivement il y a de l'information aéronautique lorsque vous allez voler. Le NOTAM, c'est une notification quotidienne de l'activité d'un aérodrome. Pareil, vous avez un outil qui s'appelle Sophia Briefing, qui va vous permettre de voir le NOTAM sur un aérodrome. La plupart des choses dans le NOTAM ne nous intéressent pas, parce que vous allez avoir par exemple de l'activité aéronautique comme des informations sur le ravitaillement, où est-ce qu'on doit parquer son appareil. Mais parfois, il peut y avoir des informations qui nous intéressent en tant que pilote de drone. Par exemple, dans de rares cas, certaines zones qui sont interdites en SUP-IP sont activables par NOTAM. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une partie administrative qui se fait environ une semaine avant la prestation, et vous avez une partie administrative qui se fait 24 heures avant la prestation pour vérifier les dernières informations de vol. Vous êtes peut-être un peu perdu, c'est normal, et c'est pour ça qu'on fait des formations professionnelles une fois de plus, et ces formations s'adressent aussi à ceux qui veulent voler en scénario ouvert, parce que vous le verrez très bientôt, même si on vole en scénario ouvert, on n'est pas exempt de vérifier s'il y a de l'information aéronautique, de faire des protocoles d'accord pour les aéroports, etc. Voilà pour la partie devis administrative. Maintenant, on s'occupe du matériel. Allez, on va chercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme matériel pour faire des prestations de thermographie? Eh bien, celui qu'on a préféré, c'est le Mavic 3 Thermal, et ce pour plein de raisons. Ce Mavic 3 Thermal, il a quand même plein d'avantages. Déjà, au niveau des optiques, vous avez ici 3 optiques différentes. Un capteur grand angle, qui est la caméra classique pour pouvoir piloter le drone, mais aussi un zoom optique par 7, qui est vraiment top pour faire l'inspection. Et on le verra, ça peut être utile dans le spectre visible pour voir des défauts comme ce qu'on va faire tout à l'heure sur des panneaux solaires. Et enfin, le plus important, la caméra thermique qui est une caméra 640 par 512, ce qui se fait de mieux en termes de résolution en caméra thermique ou presque, et avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz. Ça vous permet grosso modo d'avoir une lecture agréable de ce que vous allez filmer en ayant un taux de rafraîchissement qui permet d'éviter d'avoir des grosses saccades comme on l'avait sur le Mavic 2 Dual à l'époque. Vous pouvez voir ici 2 exemples de qualité entre notre ancien matériel et le nouveau. Avant, très clairement, c'était très compliqué niveau résolution, on voyait pas grand chose. En plus de ça, c'était pas fluide vu que ça saccadait autour des 9 Hz. Là vraiment, on a une caméra aux petits oignons, compacte, sur un drone lui-même compact. Vu que c'est un Mavic 3, il a beaucoup d'autonomie. On peut partir tranquille en presta juste avec 3 batteries et on sait qu'on aura largement ce qu'il faut pour ce qu'on va faire. Pour une inspection de panneaux solaires, je sais que je vais utiliser une batterie, donc tout le reste c'est vraiment en rab. Et je pars en presta avec tout là-dedans quoi. Donc en termes de compacité, ça a vraiment évolué au fur et à mesure des années. Bref, par rapport à ce qu'il y a sur le marché en termes de prix, on avait regardé aussi d'autres marques. Ce Mavic 3 est très complet, très performant, ça nous permet d'être rapide et efficace. On l'utilise aujourd'hui en prestation au quotidien et on en est très content. Si vous voulez voir le test complet qu'on a fait sur la chaîne, ça se passe par ici. Avant de partir, on va vérifier que tout est à jour, qu'il n'y ait pas de problème, mais on va également aller vérifier tout ça sur la checklist. Alors pour être sûr de ne pas l'oublier, je l'ai collé dans un placard derrière le matos. Là vous pouvez voir 2-3 chargeurs. On dirait pas comme ça, mais c'est très bien organisé. C'est complètement faux. Donc voilà, on pose les drones là, on charge tout ce qu'on a chargé et en même temps, la checklist. Déjà de base, la checklist, je la connais par cœur, mais je m'impose de la relire religieusement, ligne après ligne, parce que même si vous la connaissez par cœur, vous êtes à peu près sûr d'oublier un truc si vous la vérifiez pas. On va y retrouver par exemple que les batteries sont bien chargées, mais aussi les batteries de la radiocommande, qu'on a bien pris les cartes SD, tous les vidéastes connaissent ça, qu'on a bien pris, si on en a besoin, d'un pare-soleil, de sangles pour la radiocommande, une plateforme de décollage si nécessaire, au cas où si on est sur un terrain poussiéreux par exemple, on voudrait pas abîmer le capteur thermique qui coûte 5 000 € quand même. On a vérifié s'il n'y avait pas de NFZ. Alors qu'est-ce que c'est? C'est intéressant, on n'en a pas parlé. Les NFZ, c'est les No Flight Zone. Ces No Flight Zone, ça n'a rien à voir avec la réglementation, c'est juste un bridage logiciel de la part du constructeur, DJI, sur certaines zones très restreintes. Par exemple, autour de prisons, autour de stades, autour d'aéroports surtout. Ce qui empêche les personnes qui ne savent pas comment utiliser un drone dans la réglementation de faire la pire des bêtises. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une NFZ que vous pouvez voler. Ce qui compte, c'est bien sûr la réglementation avec les cartes qu'on avait précédemment. Et du coup là, on va penser à bien vérifier sur le site du constructeur qu'on n'est pas dans une NFZ pour pas se retrouver bloqué au décollage, ça ferait pas très pro devant le client. On vérifie qu'on a bien pris tous les justificatifs et autorisations, un sac lipo d'urgence, alors on a soit des sacs, soit carrément des caisses de munitions.
dont on a enlevé le joint pour que la fumée puisse sortir. Et sinon, on a plutôt ce type de sac classique. On va vérifier qu'on a bien pris une casquette, on verra pourquoi tout à l'heure, et qu'on a bien pris notre gilet. Ça serait quand même dommage de l'oublier. Voilà, et après divers trucs, je vais pas vous faire tout le détail. Cette liste, c'est pareil, je la donne en formation et vous avez vraiment tout d'indiqué à la fois avant la prestation et ce qu'on va faire une fois sur place pour vérifier les derniers paramètres et dans des cas spécifiques comme par exemple quand il fait trop chaud en été, trop froid en hiver, etc. Et ben voilà, on a fait l'administratif, on a préparé le matériel, il reste qu'une chose à faire, c'est aller en prestation. C'est parti. Voilà, alors on vient d'arriver sur place et la première chose à faire, c'est pas commencer à déballer son matériel, c'est déjà analyser l'environnement de vol dans lequel on est, déterminer son objectif et voir comment on va pouvoir poser la Z, la zone de sécurité, autrement appelée la zone d'exclusion des tiers. Parce que c'est pas parce qu'on a une autorisation de voler en ville, ou plus précisément en agglomération au sens de la réglementation, qu'on a le droit de faire n'importe quoi et de survoler des gens. Il faut qu'on respecte un périmètre de minimum 10 mètres par rapport à toute personne qui sera amenée à se déplacer à proximité de l'aéronef. Donc du coup, on étudie. Alors, nous, on va voler sur ce toit là, par là-bas, les panneaux solaires sont juste là-bas. Et là, il faut qu'on essaie de déterminer potentiellement où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent arriver, d'où est-ce qu'ils peuvent sortir pour pouvoir délimiter matériellement notre Z. Donc là, il y a des promeneurs qui peuvent arriver de par là-bas. On a des gens qui peuvent sortir de ce bâtiment. On a vu tout à l'heure une personne sortir par cette porte. On les a prévenus qu'on allait tourner avec un drone. Ils nous ont dit pas de souci, mais il peut potentiellement y avoir d'autres personnes qui vont sortir de cet endroit. Et là, au final, c'est plutôt facile parce que là, on va pouvoir décoller à proximité du bâtiment, pouvoir se placer au-dessus. Et du moment qu'on est au-dessus, on aura de 10 mètres de sécurité. Donc en fait, le principal problème qu'on aura, ce sera par rapport au point de décollage. Venez avec moi. Ce qu'il faut faire en fait par rapport à l'endroit où vous allez voler, c'est vous aider des trucs naturels qu'il y a sur le terrain pour pouvoir accrocher votre rubalise par exemple. Alors on a amené des cônes dans la voiture, mais parfois il n'y en a même pas besoin, simplement en s'aidant par exemple d'un poteau, juste ici. On va pouvoir mettre la rubalise au départ d'ici pour pouvoir laisser passer les personnes vers cette porte et bloquer l'accès là. Et là, on va pouvoir l'attacher jusqu'ici sans gêner la piste cyclable. On pourra la faire continuer ici jusqu'au lampadaire là-bas et au final l'accrocher là. Et là, on aura bien nos 10 mètres pour pouvoir sécuriser la zone de décollage sans aucun problème. Allez, on va mettre tout ça en place. Donc ces cônes, ils vous seront toujours utiles en fonction des terrains. Et puis même si vous n'en savez pas un jour pour une prestation, vous pouvez tout à fait, par exemple, imaginons pour Halloween, vous faire un cosplay de Patrick dans Bob l'éponge. Ça marche très bien aussi. Je suis pas convaincu par cette méthode. Bon, bah tant qu'à faire, là on a pas mal d'espace libre, on va gêner personne, donc on va pas se gêner justement, et on va profiter de ça pour pouvoir étendre la zone au maximum, comme ça on sera sûr qu'on sera pas embêté. Allez, super, et en avant. Alors il faut savoir que la rubalise en elle-même, bien souvent, ça suffit pas à arrêter les gens. Bien souvent, ils passent dessous, ils passent dessus, ils sont très peu respectueux de ça. Et c'est pour ça que souvent en prestation, quand on sait qu'il va y avoir pas mal de personnes à proximité, en fait on est deux. Il y a une personne qui pilote et une personne qui est là juste pour surveiller qu'il n'y ait personne qui passe au-dessus de la rubalise. Et on va pas lésigner sur les détails parce que sinon il y a toujours des gens qui passent à droite à gauche. On va fixer à l'arbre derrière pour être sûr qu'il n'y ait personne qui vienne par là. Bon là on n'en a pas vraiment besoin, mais histoire d'être sûr qu'il n'y ait vraiment personne qui passe, on va rajouter 2-3 cônes. C'est toujours ça de prix. Et Mathis, tu sais ce que tu dis à des gens qui veulent enlever les cônes pour pouvoir passer comme ça? Tu leur dis, il faut pas déconner. Si là on n'a pas une belle zone d'exclusion des tiers, c'est un peu le niveau facile de la prestation. Là, il y en a où vraiment il faut assurer la sécurité avec du personnel au sol, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo où vous montrez comment on s'organisait pour partir en prestation en plein centre-ville en faisant du FPV. Et là on avait 10 personnes pour assurer la sécu parce que de la rubalise tout simplement ne suffisait pas. Alors vous allez me dire, allez ça y est, on peut décoller. Non, et ben oui, on a fait un protocole d'accord tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour le protocole d'accord, il fallait appeler avant de décoller. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bonjour, Gauthier Veltri, pro droneur. On vous a appelé pour un protocole d'accord, on va décoller. Est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est bon pour vous? Eh bien, pas de souci, je vérifie. La société, vous m'avez dit? ProDroneur. Eh bien, il n'y a pas de problème, effectivement, j'ai le créneau. Écoutez, vous me rappelez quand vous avez terminé, vous montez jusqu'à combien? On va monter jusqu'à 120 mètres salle. Eh bien, c'est parfait, j'ai pas de chose particulière. Eh bien, à tout à l'heure, quand vous avez terminé. Ça marche, à tout à l'heure, merci beaucoup. Voilà, donc c'est bon, on a appelé la tour de contrôle suite à notre protocole d'accord. On va pouvoir commencer à sortir le matériel de la voiture et monter les drones. Très important, toujours avoir avec soi la plâtrée de documents réglementaires en cas de contrôle. Plus ça fait clac sur le sol fort, et plus ça dit qu'on est en règle. Je crois que c'est marqué comme ça dans la réglementation. Alors, sur ce type de prestation, la plupart du temps, en fait, étant donné qu'on a bien déterminé les choses avec le client avant, je suis seul sur place. Sauf si le client souhaite voir l'inspection,
en live pendant que je suis en train de la faire pour par exemple pouvoir directement se rendre compte de défauts. Donc là mon client va pas tarder à arriver, j'ai juste le temps de monter le matériel et... Ah, bah il est là. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour, moi c'est Monsieur Martin. Alors c'est Monsieur Martin, alors il a décidé de garder la confidentialité de son visage, du coup c'est Mathis qui va illustrer Monsieur Martin. Son portrait tout craché. Et donc vous voyez Monsieur Martin, là on va faire la prestation ici, et en fait je vous explique surtout à vous clients à ce moment-là qu'il faut rester à une certaine distance de l'appareil lorsqu'il va décoller étant donné que ça peut être dangereux. Les hélices sont coupantes et je rappelle toujours que même un mini drone peut avoir des hélices très coupantes et du coup c'est pour ça qu'il faut garder une certaine marge de sécurité. Là je vais également lui expliquer ma méthodologie, je vais dire comment ça va se passer. Donc là on va faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que si par exemple il me dit à un moment donné stop, là je veux qu'on s'arrête sur tel point parce que je sais que vous aimez bien vous arrêter sur des points Monsieur Martin, ça va peut-être entraver ma méthodologie et je risque de m'y perdre au niveau des panneaux. Donc du coup, je vais peut-être lui dire plutôt dans un premier temps, on va soit faire l'inspection, puis après je prendrai tous les panneaux, ou alors à l'inverse, je fais méthodologiquement déjà tout ce que je dois faire avec les panneaux, puis après on regarde des points de détail avec l'inspection. Peu importe, c'est à vous de voir, l'important c'est d'être bien rigoureux pour éviter de vous interrompre en plein milieu du process et de vous mélanger les pinceaux dans les photos que vous avez prises. Bon, Monsieur Martin, on y va? Allez, c'est parti. Mais juste avant de décoller, on va s'équiper d'équipements de sécurité. Mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Alors certes, dans certaines industries quand on intervient, parfois on nous oblige de prendre des chaussures de sécurité, des casques de chantier, des lunettes de protection, mais ça on l'utilise pas tout le temps là. Par exemple, aujourd'hui, on est en plein air, peu importe. Mais ce qui est important d'avoir toujours avec soi, c'est un gilet de couleur jaune ou orange. Certes, ça vous permet déjà d'être plus voyant, mais surtout, ça vous installe dans votre rôle de professionnel. Donc prenez un gilet et faites-le floquer avec le nom de votre boîte, votre téléphone. Assumez pleinement que vous êtes là. Et moi j'ai marqué un message au dos pour dire de me laisser tranquille pendant que je vole. Et mine de rien qu'avec ça, vous vous ferez beaucoup moins embêter. Les dernières fois où je me suis fait embêter, c'est que je vais oublier de mettre le gilet. Donc voilà, toujours s'équiper d'un gilet voyant. Deuxième élément, alors vous n'êtes pas obligé de prendre une casquette de sécurité, mais prenez au moins une casquette. Pourquoi? Parce que la visière va vous permettre de gérer le soleil. Et il y a des fois, en fonction de la configuration de là où vous êtes placé par rapport au drone, votre zone de sécurité, etc., vous n'aurez pas le choix d'avoir le soleil en plein dans les yeux. Donc du coup, la visière, elle est vraiment très utile pour ça. Et en plus, vous avez vu comme elle est jolie? C'est une casquette Droner, disponible sur droner.fr. Droner, parce que c'est trop bien quand on vole avec un drone. Donc là, vous voyez, ce qui est nouveau avec ce nouveau Mavic 3 thermal, c'est que contrairement au précédent, il peut zoomer en optique et que lorsqu'on voit un défaut thermique, on peut vraiment bien analyser avec la caméra secondaire, avec le zoom x7, pour voir d'où vient le problème. Là, on voit très clairement qu'il y a une brisure sur le panneau et même sans être collé au panneau, ce drone peut le voir de loin. Et voilà, fin de mission. Et tout de suite, on va appeler la tour de contrôle pour éviter d'utiliser l'espace aérien pour rien. Et bonjour, Gauthier Veltri, ProDroner à nouveau. Oui, on a terminé, c'est bon, on a fini pour la journée. Allez, impeccable. Merci beaucoup, bonne soirée. Bien, alors pour vous expliquer un petit peu... Waouh, mais comme elle était confortable cette casquette. Non, je vais la garder. Pour vous expliquer ce qu'on a fait un petit peu, donc là j'ai fait un premier passage où j'ai pris les photos de manière très méthodique. Donc moi j'ai toujours ma petite méthode de gauche à droite, de haut en bas. Comme ça je suis sûr de pouvoir repérer les panneaux où il faut. Et puis après avec Monsieur Martin, on allait voir des points spécifiques qui l'intéressent pour avoir une estimation à la volée avant d'avoir le rapport complet. Et maintenant, c'est parti pour la partie la plus longue de la prestation qui va se passer au bureau. La création du rapport d'inspection. C'est la partie que je préfère. Non. Ça y est, on est revenu de la mission. Alors le plus important lorsqu'on revient de mission, c'est de bien sauvegarder les données. Si jamais votre client un jour vous demande de retrouver ces données, il faut que vous soyez capable de le faire. Et pour ça, nous on sauvegarde de plusieurs façons. En local sur le PC, sur un NAS, c'est-à-dire un disque dur réseau qu'on a au cowork. Mais si jamais, on sait jamais, peut y avoir un incendie, et on a quand même également une sauvegarde dans le cloud pour être sûr que s'il y a un incident localement, on a quand même de données qui sont sauvegardées quelque part. Comme dirait mon père, les sauvegardes informatiques, on sait qu'on aurait dû le faire quand on en a besoin. Alors pensez-y avant. Allez, la prestation n'est pas finie. En effet, mon client, Monsieur Martin, m'a demandé d'établir un rapport d'inspection en plus de la prise des thermogrammes. Autrement dit, des prises de vue faites avec un drone thermique. Et la première étape, la moins marrante, c'est de référencer les panneaux sur la photo. On va tous les nommer de 1 à je sais pas combien et de A à Z. Comme ça, lorsque vous écrivez sur le rapport, voilà, c'est tel panneau qui est concerné, vous pourrez dire B12, touché, coulé. Non, vous pouvez dire là j'ai fait telle remarque. Et là vous pouvez voir par exemple sur la prestation qu'on a faite qu'il y a plein de défauts différents. Il y a des cellules isolées, il y a des défauts d'onduleurs parce qu'on voit des groupements de panneaux, il y a des panneaux où il y a des défauts de diode bypass. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer le type d'erreur thermique rencontrée. On va pas trop s'engager sur le détail technique parce qu'on n'est pas certain à 100%. On se limite à nos compétences métiers à nous. Mais là c'est limpide, on va être proactif dans les conseils qu'on va donner à nos clients. Et on voit là tout l'intérêt de faire une thermographie par drone pour des panneaux solaires. C'est très efficace pour relever des erreurs sur des parcs
parcs vieillissants par exemple. Mais ça peut être utilisé sur les nouveaux parcs pour vérifier que tout fonctionne. On va éditer un petit rapport, on va mettre voilà, la méthodologie utilisée, dans quelles conditions ces photos ont été prises, comment on peut les exploiter. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit sur le Mavic 3 thermal tout à l'heure, c'est que les images sont radiométriques. Ça veut dire que si par exemple vous voulez changer l'échelle des valeurs, vous pouvez le faire. Si vous voulez changer de palette de couleurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez y inscrire les informations des conditions de prise de vue. Bref, le fait d'avoir des images radiométriques vous permet d'aller plus loin dans l'analyse et de mettre en évidence ce qui vous intéresse. Donc voilà typiquement à quoi va ressembler le rapport avec tous les défauts qui sont bien identifiés au bon endroit, etc. Et ça va peut-être vous surprendre, mais vous savez quoi? On fait une formation dessus aussi. C'est la formation de spécialisation topographie et thermographie que vous pouvez retrouver sur le site de ProDroneur. Je crois que le message est passé. On a également fait des vidéos sur la photogrammétrie qui sont une autre utilisation technique du drone. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, c'est passionnant. Mais bref, revenons à nos moutons. Et ben voilà, il suffit juste à envoyer le rapport au client avec les photos. Pour ça, on utilise le service Smash, qui est un service français d'envoi de gros fichiers. Il nous avait sponsorisé sur une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez. Et depuis, on l'utilise, ça marche plutôt bien. Il vous restera plus qu'à envoyer également la facture à votre client. Et voilà, on est tout bon. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et j'espère que cette vidéo globale vous aura permis de répondre à la question que vous avez posée dans la vidéo précédente. Comment est-ce qu'on organise globalement une prestation de pilotage de drone? A très bientôt et d'ici la prochaine, bon vol!